Allô tout le monde. Salut, salut. Salut tout le monde. Comment ça va? Comment ça va? Alors, vous le savez, aujourd'hui, on va vraiment parler de la gestion des émotions des garçons. On va parler de comment aider nos garçons à s'exprimer, à parler de ce qu'ils ressentent, savoir aussi qu'est-ce qu'ils ressentent aussi comme émotion. Donc là, on va attendre que quelques personnes commencent à se connecter. Et vraiment, je vous remercie aussi. Il y a beaucoup de personnes qui ont partagé la publication, qui ont liké, qui ont commenté, qui nous ont écrit aussi en privé pour l'initiative. Fait qu'on est vraiment contents, on est vraiment reconnaissants. Je pense qu'on était les deux impatients aussi de ce live aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc, on aime ça travailler avec la jeunesse, avec les jeunes, les aider à aller de l'avant, les motiver, les encourager et les aider à atteindre leurs rêves, donc à accomplir leur vision. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, on est super content que vous soyez présents avec nous aujourd'hui. Donc, ouais. Vous savez, aujourd'hui, on a un invité spécial donc, qui est Sven, que je vais vous présenter un peu plus tard. Donc, c'est lui qui va vraiment nous parler des sentiments que peut vivre un garçon, comment il peut se sentir, comment on peut l'aider à traverser ces moments, à l'accompagner aussi. Mais d'abord, je me présente. Donc, je suis Barbara. Je suis éducatrice spécialisée et coach familial. Donc, mon travail, ma mission, c'est d'accompagner les parents à avoir une saine relation avec leurs enfants, donc spécialement les mères et les filles. Et pour ça, on a deux programmes. Donc, on a un programme qui est Adolescence, c'est un programme qui aide à solidifier les liens mère et fille, surtout les filles de 9 à 12 ans. Donc, on travaille l'identité, l'estime de soi, la confiance en soi, la communication saine. Donc, on travaille et avec les mères et avec les filles. Et on a aussi un programme qui se nomme PLB, donc c'est un programme pour la paix intérieure, la liberté et le bien-être où on travaille la gestion des émotions. Donc la gestion des émotions, gestion des réactions, gestion aussi du langage. Donc on aborde tout ce qui est crise, ce que je ressens, pourquoi je le ressens, ça vient d'où, comment je peux m'exprimer, comment je peux le dire. Donc avant la crise, après la crise. Donc c'est vraiment un programme complet où on accompagne les filles à travers des séances, où on fait des mises en situation. On fait aussi plein de scénarios. On a aussi plein de documents aussi qu'on offre aux parents, aux enfants pour les accompagner donc tous les jours à pouvoir faire des retours sur ce qui s'est passé. Mais c'est un programme qui est vraiment complet. Donc, c'est un clé en main. Les parents, on a aussi des moments de prière, de jeûne avec les mères pour accompagner donc tant au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc, si vous avez des filles entre 9 à 12 ans, le lancement sera fait bientôt, donc au mois de septembre. Restez avec nous, donc vous aurez toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez bénéficier de ce programme, participer avec vos filles. Donc aujourd'hui, on va parler des garçons. On va parler des garçons aujourd'hui. Et la gestion des émotions, c'est quoi exactement? La gestion des émotions, c'est vraiment la capacité d'accueillir tant les émotions agréables que désagréables. Donc, après une journée au manège, ça finit comment? Est-ce que ça finit en crise? Est-ce que ça finit bien? Après qu'on a reçu des cadeaux à Noël, ça finit comment? Donc, les émotions agréables et les émotions désagréables, par exemple la peur, la colère, la tristesse, l'impuissance, l'injustice, le refus. Donc, comment la capacité d'accueillir tant les émotions agréables que désagréables. Et il y a trois choses qui nous permettent aussi de voir si l'enfant gère bien ses émotions. Donc, il nous permet d'identifier la maturité chez l'enfant. C'est quand l'enfant accepte que tout ne se passera pas comme il veut, donc qu'il ne peut pas décider de tout. C'est quand l'enfant accepte que tout ne sera pas facile et agréable dans la vie et que l'enfant accepte aussi qu'il y aura toujours des règles à respecter, qu'il le veuille ou non. Donc, ce sont des signes qui nous permettent de voir la maturité de l'enfant, donc permet de voir aussi, c'est un bon signe aussi de voir si l'enfant gère bien ses émotions, parce que ça a un lien avec sa maturité affective, ça a un lien aussi avec son intelligence émotionnelle. Mais aujourd'hui, on va vraiment aller plus sur les émotions désagréables. Donc, l'impuissance, la justice, parce qu'on voit que de nos jours aussi, il y a beaucoup d'injustices que vivent nos enfants, donc surtout les jeunes garçons, qui sont frustrés, qui se sentent impuissants par rapport à plein de choses qui se passent, mais qui ne savent pas nécessairement comment réagir, donc comment exprimer leurs émotions, comment y faire face. Donc aujourd'hui, on va vraiment aborder tout ce qui est émotions désagréables. Donc je vais inviter Sven, je pense que je t'ai vu. Attends. Je me rappelle jamais comment inviter, mais attends, je pense que je t'ai vu. Ou sinon, tu pourrais m'envoyer une invitation.
Et je vais t'envoyer une invitation et comme ça, ok, oui, je te vois. Le sujet. Donc, ceux qui ne le savent pas, Sven, c'est... Ok, accepté. Ok, t'es là. Yo, ça va bien? Salut! Ouais, ça va bien, Oh, toi? très bien. Tu m'entends, tu Ok. m'entends clair? Ouais, je t'entends bien, ouais. Ok, parfait. Ouais. Moi, je t'entends bien. Ok, c'est ça. Fait que pour ceux qui ne le connaissent pas, ben, en fait, vu que tu es là, je vais te laisser te présenter, comme ça tu pourras parler de toi, de qui tu es, de ce que tu fais et tout ça. Parfait. Je m'appelle Sven Selemac. Je suis un auteur, conférencier et aussi un poète. Mais à part de ça, je fais beaucoup de travail social dans la communauté noire surtout. J'ai un groupe de mentorat à plusieurs écoles et aussi j'ai un groupe de mentorat avec une fondation qui s'appelle West Island Black Community Association. Euh, Ok. et moi, je suis vraiment passionné de aider les jeunes, surtout les jeunes hommes noirs, à vraiment rester sur le bon chemin. J'ai commencé à vraiment focaliser sur les adolescents, mais avec le temps, j'ai compris à quel point que les jeunes sont le plus gros potentiel, c'est le plus jeune. Parce que si tu es Ouais. capable de prendre le message lorsqu'ils sont beaucoup plus jeunes, Mhm. ça, ça influence ces jeunes-là beaucoup plus tôt et ça fait en Mhm. sorte que pendant qu'ils grandissent, ça porte du fruit. Ouais, c'est vrai, c'est beaucoup la prévention parce que ces jeunes, quand ils sont rendus adolescents, ils sont tellement accumulés plein de choses, ils ont tellement une barrière que c'est plus difficile aussi de travailler puis faire tomber ces barrières. Fait que oui, la prévention, moi je suis Exactement. d'accord. Ouais. 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 Puis là, tu nous parles de plusieurs programmes, mais c'est quoi tu fais exactement avec ces jeunes? Qu'est-ce que tu travailles exactement avec eux? Ouf, ça dépend. Par exemple, Ok. avec une école, mon programme là-bas, c'est plus pour aider ces jeunes-là à sortir de la rue parce qu'ils sont vraiment, c'est plus la prévention. Par exemple, à une Mhm. école dans le sud-ouest, in the West Island Black Community Association, mon but, c'est vraiment plus le mentorat au long terme, c'est-à-dire dans Ok. un an. So, ce programme-là qui est bâti, c'est pour un an, pour pouvoir aider ces jeunes-là à comprendre qui ils sont, tu vois, leur histoire, bâtir leur confiance. C'est de vraiment aller à travers toutes les étapes pour devenir un homme. Et je traite des Mhm. jeunes jusqu'à 7, jusqu'à 19 ans. Donc, j'ai trois Ok. différents groupes et je prends ces jeunes-là et j'utilise différentes façons et moyens pour pouvoir leur euh, éduquer, en fait. Par exemple, Mhm. dans le mois de juillet et août, moi, j'ai utilisé beaucoup la science pour pouvoir Mhm. interpeller ces jeunes-là pour sortir de tous les écrans, tu vois, qu'ils voient en tout temps, là, juste pour travailler leur cerveau et regarder la séance et faire la connexion avec la séance, tu vois, et les gens qui ont créé Mhm. des inventions. Mais être un enfant, c'est ça l'affaire, Ouais. c'est devenir un enfant avec eux. C'est d'être présent avec Mhm. eux et voir que moi, je suis intéressé de jouer avec toi. Ouais. Tu vois, Ouais. de me mettre dans leur Mhm. peau. Je veux pas juste entendre quelqu'un parler pour 1 heure de temps, mais je veux jouer, je veux m'amuser, de leur Mhm. laisser travailler leur curiosité. Parce que malheureusement, à l'école, quelque chose qui m'énerve, c'est à l'école, lorsqu'ils essaient des fois d'utiliser cette curiosité, ils sont vus comme des enfants qui sont mal élevés. Ils sont vus comme Ouais. des enfants qui sont problématiques, mais sont des enfants qui sont curieux, qui veulent jouer, qui veulent essayer de nouvelles choses. Ils ont plein d'énergie et ils doivent véhiculer cette énergie-là. Tu vois, Mhm. ils peuvent pas juste garder tout ça à l'intérieur, tu vois. Ouais, ouais. C'est vrai que l'école ne donne pas la place pour les jeunes de s'exprimer, d'être eux-mêmes. Donc, ils nous disent, en fait, je trouve que la société demande de respecter le rythme des enfants, de les accompagner, mais quand l'enfant n'avance pas au rythme qu'ils veulent, ils le donnent des diagnostics, ils le catégorisent, fait que ça finit par tourner en rond, puis ces enfants-là n'ont pas de ressources, ne peuvent pas exprimer leur plein potentiel, mais ils ont plein de potentiel. Exactement. Je pense que, ouais, les permettre d'exprimer leur potentiel, c'est la façon dont on va aller les chercher, on va être plus connecté à eux et on pourra mieux aussi les aider. Exactement.
Ça, c'est un autre Ouais. enjeu qui m'énerve en fait, qui me pousse vraiment à penser qu'est-ce qu'il faut faire pour créer une école noire pour les hommes. Mhm. Ouais, non, ça serait vraiment cool. Ouais, ouais, ça serait vraiment cool. Mais là, tu travailles plus avec les écoles. As-tu quelque chose que tu fais comme programme juste toi-même? Par exemple, si un parent a un enfant, il veut Oh oui, qu'il oui, oui. participe à tes ateliers. Oui, je fais ça aussi. Je fais de privé, c'est-à-dire si tu veux OK. que je fais de mentorat avec ton fils, je fais des un à un aussi. Tu vois, OK, ça passe OK. vraiment bien. J'aime ça aussi. Mhm. J'aime le groupe, j'aime tout. But moi, j'ai OK. fait plusieurs choses en même temps et j'aime ma vie comme ça. Pour quelqu'un d'autre, quelqu'un va penser comme comment tu réussis à faire tout, mais j'aime ça comme ça. Ma vie est vraiment variée dans plusieurs choses. you know. Ouais, ouais, ouais. C'est cool. Mais j'ai entendu un peu ton témoignage, puis je pense que c'est quand même quelque chose qui te pousse à travailler maintenant avec les adolescents, c'est que je sais pas si tu l'avais compris quand ça arrivait ou tu l'as compris plus tard, mais tu l'as nommé que c'était parce que tu as vécu de l'impuissance, c'est ça qui t'a amené à prendre, à faire des choix que tu ne voulais pas nécessairement. Fait que là, je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose que vivent beaucoup les garçons, l'impuissance, le sentiment d'impuissance, de se sentir non, c'est pas utile, de ne pas savoir quoi faire pour aider? Est-ce que c'est quelque chose que vivent souvent les garçons? Moi, je trouve souvent, c'est pas le mot juste, je trouve que à 100% oui. Et Mm. c'est pourquoi beaucoup d'enfants, surtout des garçons, se perdent dans les jeux vidéo. Mm. Et je pense que beaucoup de parents ne comprennent pas le lien, mais dans les jeux vidéo, j'ai une mission, j'ai mon rôle, j'ai mon identité, tout est clair. Je sais qu'est-ce que Mm. je dois faire. Il n'y en a pas quelqu'un au-dessus de moi, par exemple, you get what I mean, qui essaie de me mépriser ou Oui, quoi. J'ai ouais. la liberté de faire qu'est-ce que je veux, utiliser ma curiosité. Like, tout est là. C'est pourquoi Mhm. des C'est fois, ça. les enfants ont la misère de lâcher prise sur ça parce que c'est un des seuls endroits que je peux vraiment être un enfant, être Mhm. curieux, tu vois? Mhm. Ouais, c'est vrai. Ils peuvent être soi-même, être bien. Exact. Ouais. C'est une façon de s'évader. Je ne suis plus là, je fais plus partie. C'est mon monde à moi. Je le sais, je le contrôle aussi. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Mais ça commence à partir de quel âge à peu près que tu peux dire les enfants, les garçons commencent vraiment là à avoir beaucoup d'émotions, mais savent pas comment faire. À partir de quel âge à peu près? Moi, j'en ai dit depuis le début, un enfant a plein d'émotions, qu'il soit garçon ou Mhm. fille. C'est juste que le problème avec les garçons, c'est que lorsque le garçon commence à exprimer ses émotions, on a la tendance des fois de essayer de faire en sorte que l'enfant se renferme. Un Mhm. garçon, arrête de faire ça. Tu vois, Mhm. on ne lui donne pas la chance d'apprendre comment communiquer son Mhm. tristesse, sa colère, whatever it is. Et tu vois, un des plus grands erreurs que les parents font avec des jeunes, c'est ceci. Moi, je suis parent, right? Je suis le père je sais pas, 5 fils, right? Et là, Mhm. mon fils m'a jamais vu triste. Mhm. Donc, s'ils ont jamais vu papy triste, comment ils vont voir comment, you know, manifester Mhm. leur tristesse et voir que c'est normal pour un homme pour être triste pour quelque chose ou être fâché, Ouais, tu vois? ouais, Donc, ça, c'est quelque ouais. chose d'autre que je trouve que les parents souvent font l'erreur. On pense que les enfants sont des juste, c'est un enfant, ils vont jamais comprendre. Mais quand tu te Mhm. mets dans le pot de ton enfant et tu fais à l'enfant comprendre, yo, man, papy est vraiment fâché aujourd'hui. Et il regarde que tu es fâché, mais tu cries pas. Mhm. Tu es fâché, mais tu restes normal. Ouais. En fait, il y a pas de différence quand tu es fâché et quand tu n'es pas fâché, c'est la même chose. Exact. So là, par exemple, il a un point de référence pour savoir, OK, je peux être triste et fâché et communiquer comme ça, Mhm. et c'est pas mal. Yeah. Tu vois qu'est-ce Mhm. que je veux dire? Donc, on Ouais, commence ouais. à bâtir l'émotion, l'intelligence émotionnelle de nos jeunes garçons parce Mhm. qu'ils vont comprendre que c'est normal. Mais si, par Ouais, exemple, ouais, chaque fois que tu es fâché ou tu es stressé, tu cries sous l'enfant, lui, il va comprendre que quand je suis fâché et stressé, je crie aussi. ouais. Exact. Ouais, c'est vrai.
Ouais, ouais. Que tu disais, je pense que quand j'étais petite aussi, moi, je voulais être un garçon. Je voulais être un garçon parce que je trouvais que les garçons, c'était fort. Ça pleurait pas, c'était fort, ça protégeait. Et moi, j'ai toujours voulu être un garçon comme mon père. On était dur, tout le monde nous respectait. Les filles, c'était trop mou. Moi, j'ai toujours voulu être un garçon, puis je me rappelle, je pense que j'ai vu mon père pleurer 2 fois. La première fois, c'est parce qu'il y avait son neveu qui était décédé d'un accident. Là, il avait pleuré. Et la deuxième fois, c'est quand ma sœur partait venir étudier au Canada, c'était tout. Puis j'ai passé 19 ans avec mon père. Sinon, j'ai jamais vu pleurer. Fait que tu vois aussi que si tu as besoin, un homme, c'est ça, c'est quelqu'un qui ne pleure pas, c'est quelqu'un qui est toujours fort, peu importe les situations. Fait que c'est vrai que ça aide pas non plus à savoir comment je peux le faire. Et si on nous apprend à être fort tout le temps, mais quand on est faible, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme s'ils nous disaient on n'a pas le droit d'avoir ces émotions-là. Exactement. Et tu vois, c'est ça le plus gros erreur que je trouve avec les garçons. Il faut comprendre que c'est un enfant, c'est pas un homme. Et Mm. il faut faire l'enfant comprendre que, yo, papy est triste. Je suis triste à cause de ça, c'était pas correct. Et lorsqu'il voit Mhm. comment tu gères ta tristesse, il fait, mais lorsqu'il voit comment tu gères ta colère, il va avoir ce point de référence. Mhm. Et tu Mhm. vois, Mais je pense que aussi, ouais, je pense que nos parents aussi, en tout cas, je sais pas pour tout le monde, là, je vais pas généraliser, mais eux-mêmes savent pas les émotions qu'ils vivent. Ils ne reconnaissent pas les émotions qu'ils vivent. C'est difficile de savoir quand je suis fâchée, quand je suis frustrée, quand je suis déçue. C'est difficile de faire la différence, fait qu'ils ne peuvent pas l'enseigner parce que eux-mêmes, ils gardent tout à l'intérieur. Eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils vivent, ne savent pas comment l'exprimer, fait que c'est difficile de dire à l'enfant, OK, là, t'es frustré, OK, là, t'es déçu, là, t'es fâché. Fait que c'est c'est difficile de montrer la différence quand le parent ne sait même pas la différence. tu vois quelque chose d'autre que les parents sont en train de manquer, je trouve qui est vraiment Mm. triste. Un parent qui ne parle pas à son fils de qu'est-ce qu'elle ou qu'est-ce qu'il vit et Mm. prend le temps de écouter et laisser leur enfant leur parler, tu manques une Mm. amitié. Mm. Tu manques une Ouais, c'est amitié. Il y vrai. en a des enfants, lorsque tu leur parles et tu leur fais comprendre comment tu te sens, tu es en train de bâtir leur empathie. Tu es en train de leur Mm. faire Mm. comprendre que tu es mon ami. Et souvent, des Mm. parents, ils arrivent dans un endroit où ils sont stressés parce qu'ils ne comprennent pas leur enfant. Je ne sais pas qu'est-ce que Mm. mon enfant vit, mais tu n'as jamais pris le temps d'être une amie, Mm. d'écouter. Puis, ouais, ouais. Puis des fois aussi, les parents demandent des choses que eux-mêmes, aux enfants, des choses que eux-mêmes sont pas capables de faire. Exact. Ça, je prends toujours des exemples par exemple, souvent quand les enfants se mettent à pleurer ou à crier, ils vont être là, calme-toi, respire. Mais eux-mêmes, quand ils sont fâchés, quand le policier a arrêté le parent, il lui a donné un ticket, elle ne s'est pas calmée. Elle ne s'est pas calmée, elle n'a pas réagi doucement, elle n'a pas respiré, mais quand c'est le temps de l'enfant, il faut que l'enfant respire. Fait que des fois, on demande aux enfants aussi, l'enfant a un trop plein d'émotions, c'est sûr, ça va exploser, mais on les demande de faire des choses que nous-mêmes, en tant qu'adultes, on n'est pas capable de faire. Mais tu vois, avec l'exemple que tu te donnes, une erreur, et je suis d'accord avec Hype Montreal, c'est vrai, c'est pas une affaire de l'homme noir, mais c'est tous les garçons. On veut que une enfant de 7 8 ans soit vraiment masculine. You feel me? Mhm. Mhm. But une erreur qu'on fait aussi, c'est le fait que on donne pas la chance de laisser l'enfant à exprimer. Ouais, S'il ouais, pleure, laisse-lui pleurer, demande-lui des questions, sois patient, ouais. laisse-lui parler. Ça s'appelle la résilience, apprendre l'enfant à être résilient. Il va comprendre qu'après avoir pleuré, ben, tout va continuer comme avant. Exactement. Ouais, ouais, c'est vrai. On est plus protecteur, on ne veut pas que l'enfant crie. On va éviter les situations qui vont frustrer l'enfant. Dès qu'il se met à pleurer, tout le monde panique, on va lui donner ce qu'il a demandé. Fait que cet enfant n'a pas appris à être résilient, il n'a pas appris à vivre ses émotions parce qu'on l'empêche de vivre ses émotions. Et je trouve que ce qu'on fait aussi qui n'aide pas l'enfant, c'est quand un enfant vit ses émotions, on ne lui laisse pas vivre l'émotion. Par exemple, un enfant qui est fâché, qui va taper dans le mur, c'est parce que cet enfant a besoin de l'exprimer physiquement, mais tout ce qu'on va dire, c'est calme-toi ou va dans le coin dans ta chambre. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. On peut pas passer de je suis vraiment énervé à je respire et ça va bien. Fait que c'est de trouver comment, et surtout, on ne permet à ce que l'enfant fait rien quand il est fâché. Il peut pas gronder, il peut pas taper, il peut rien dire, il peut rien faire, mais cet enfant a besoin de s'exprimer, mais il sait pas comment parce qu'on est toujours en train de lui dire ce qu'il ne faut pas faire. Mhm. Ne tape pas, ne frappe pas, ne crie pas, ne fais pas ci, mais qu'est-ce qu'il peut faire pour exprimer? Parce que l'émotion, il le vit, c'est réel.
Mhm. Ouais, fait que je pense il y a un manque aussi de savoir, OK, qu'est-ce que j'accepte de mon enfant, qu'est-ce que je lui demande, quel modèle je lui donne, qu'est-ce qu'il doit faire, et aussi faire quelque chose qui est réaliste à nous. Si maman, papa crient quand ils sont fâchés, on peut pas lui demander de rester dans son coin tranquille quand il est fâché. Il va crier quand il est fâché aussi. Si c'est ça qu'on lui a montré. Ouais, c'est ça, c'est l'exemple. C'est l'un des facteurs qui influencent aussi la gestion des émotions des enfants, c'est le modèle qu'il reçoit de son environnement. Si tout le monde crie, c'est normal qu'à 5 ans, il crie. Si tout le monde claque la porte, il va claquer la porte. Donc, ce qu'on veut que l'enfant il fasse, faut qu'on lui montre l'exemple d'abord. Et je pense qu'il y a aussi, souvent, on ne prend pas le temps de poser cette question à l'enfant, c'est comment tu te sens. Mhm. On nous appelle à l'école pour nous dire, OK, ton enfant a frappé quelqu'un et tout ce qu'on fait, c'est le culpabiliser d'avoir blessé un ami. Mais on ne sait pas comment il se sent. Des fois, on va essayer de demander ce qui s'est passé, mais sans rentrer dans l'émotion de comment tu t'es senti. Mhm. Parce que l'enfant, souvent, il va essayer de se défendre. Souvent, les garçons, ils vont se défendre ou ils vont défendre quelqu'un. C'est de savoir, mais comment tu t'es senti quand c'est arrivé? Pourquoi tu as décidé de défendre ton ami? Mais on va pas là-dedans dans les émotions, on va plus dans ce qui est à la surface. Fait qu'on règle jamais le problème parce qu'on ne va pas en profondeur. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important, c'est vraiment de poser la question de comment tu te sens. Permettre à l'enfant de pouvoir mettre des mots sur ce qu'il ressent, sur les émotions qu'il vit, sur ce qui se passe à l'intérieur et pour mieux le guider. Et ça se fait aussi avec de l'entraînement. Du jour au lendemain, un enfant ne va pas arriver et de dire, OK, maman, là, je suis déçue ce matin parce que tu m'as donné des céréales à la place des toasts. Ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure que l'enfant va comprendre et qui va finir par mettre des mots, mais pour ça, il faut le travailler. Et je pense qu'on n'a pas aussi beaucoup de patience en tant que parents. On veut que ça se passe du jour au lendemain. On l'a fait, on l'a répété 2 fois, on est fatigué de répéter. Mais nous-mêmes, ça nous prend du temps. En tant qu'adulte, ça nous prend 21 jours avant d'avoir une habitude de vie. Et ça prend 3 mois avant d'avoir un style de vie. C'est que l'enfant, dès qu'il réagit la deuxième fois, on est impatient, on n'en peut plus, il n'a pas compris. C'est comme si on l'amenait au gym, cet enfant-là, on lui a dit soulève un poids, soulève 60. Et là, on est fâché parce que c'est la 5e fois qu'il va au gym qu'il n'est pas capable de soulever 60. Mais il n'a pas assez pratiqué, il n'a pas expérimenté dans son quotidien. Je pense que c'est beaucoup de facteurs et surtout nos garçons aussi qui sont quand même très introvertis, donc ils vont garder à l'intérieur, Mhm. vu qu'ils sont tranquilles. C'est ça. Je pense que c'est l'erreur aussi qu'on fait. Les enfants tranquilles, on les laisse tranquilles. Vu que l'enfant dit rien, vu que l'enfant ne dérange pas, alors on ne dit rien non plus. Quand il est dans sa chambre, qu'il reste dans sa chambre, c'est correct. On va pas lui demander comment ça se passe, pourquoi tu es dans ta chambre au lieu d'être avec nous au salon. On prend pas le temps parce que l'enfant ne dérange pas, donc on va le garder comme ça. Celui qui va déranger, on va essayer plus d'aller avec lui, de lui parler, mais celui qui ne dérange pas, c'est correct. Tandis qu'un garçon, souvent, va rester dans son coin, mais va vivre des frustrations qui vont accumuler et qui va finir par exploser. No, for sure. Ouais, ouais, ouais. Et c'est pour ça que j'aimais beaucoup ton témoignage où tu parlais de l'impuissance, de comment l'impuissance t'a amené vraiment à dire, OK, là, j'ai besoin de défendre ma mère. Je sais que ma mère, là, elle est vulnérable, elle n'a personne et voilà ce que je vais faire. Et c'est quand même des décisions que les garçons prennent jeunes aussi. Cette responsabilité de je veux aider, je veux défendre. Et souvent, c'est ça qui est frustrant, c'est que souvent, ils vont prendre des décisions. L'intention est bonne à la base, mais le choix n'est pas nécessairement bon et nous, on va tellement critiquer le choix sans prendre le temps de comprendre et ça va frustrer l'enfant aussi de dire, OK, je le fais pour toi, mais tu te rends même pas compte. Fait que ça fait un cercle vicieux qui continue de tourner. On a l'impression que l'enfant est ingrat, l'enfant a l'impression que la mère est ingrat. Il y a rien qui se passe et là, ça finit que l'enfant finit par aller beaucoup plus loin au lieu de prendre le temps vraiment de parler à cet enfant et tout. Mais je pense que je parle plus que toi, là, Non, finalement, tu peux l'inviter, mais c'est moi qui... non, mais, yo, tout ce que tu dis, à la base, qu'est-ce qu'on veut, c'est de empower tous les gens qui sont là. Et Mhm. tu as l'expérience pour ça, là. Tu portes le chapeau pour ça. So, je ne le vois pas comme ça. You get what I mean? But c'est tout Ouais. ça 100% vrai. Mhm, mhm. Non, mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je me dis, il y a tellement de choses à faire pour les enfants. Il y a tellement de choses à travailler. Souvent, on va attendre dernière minute. On va attendre que l'enfant, c'est problématique, il se fait mettre dehors 2 fois à l'école, 2 fois au service de garde avant de commencer à faire quelque chose. Mais c'est des choses qui devraient être faites en prévention. Les enfants de 2 à 7 ans,
ont besoin, et surtout aussi les garçons et les enfants de 2 à 7 ans, ont besoin d'exprimer physiquement leurs émotions. Donc, pas juste de respire, puis dessine ou respire ou va dans ta chambre. Physiquement, ils ont besoin d'exprimer leurs émotions. Donc, exprimer leurs émotions physiquement, c'est de dire, OK, on achète un sac de boxe à la maison. Quand tu es fâché, tu peux aller vraiment dans ton sac. Au lieu de taper dans le mur ou dans le plancher, tu as un sac, tu peux aller faire ce que tu veux. Ou c'est d'être capable de sortir dehors, d'aller au parc, de dépenser de l'énergie pour se défouler. Mais on ne permet pas l'expression physique des émotions quand l'enfant en a besoin. Mm. Et donc, quand on le permet pas, c'est que l'enfant va choisir lui ce qu'il a envie de faire. Il va finir par l'exprimer physiquement pareil, mais il va faire à sa façon à lui. Tandis qu'on est capable de le faire exprimer physiquement, mais en lui montrant comment le faire. Exact. Parce que si il le fait pas et tu lui restreins, instead of explosing, il va imploser. Il fait mieux ça va se faire à l'intérieur. Mais c'est pour ça aussi que des fois, les parents reconnaissent plus leurs enfants. Parce que ça a toujours été un enfant tranquille. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Puis finalement, c'est magie, a tout nul. Mais c'est parce que cet enfant a jamais été bien. Cet enfant, à l'intérieur, il y avait tellement de choses qui se passaient. Cet enfant se faisait intimider à l'école, mais disait rien parce que en tant qu'homme, tu peux pas être vulnérable. Parce que parler de ses émotions, c'est enlever le côté masculin. Et cet enfant a tout enduré, mais ça va finir par exploser, ça va finir par des mauvais choix, ça va finir par un moment où l'enfant sera plus capable et va finir par exploser. Mm. C'est vraiment de prendre le temps avec nos enfants, surtout de parler des émotions, comment tu te sens. Donc, au lieu de culpabiliser, de rentrer dans le tralala, tu ne devrais pas, c'est des fois de permettre à l'enfant de parler de ce qui s'est passé, au lieu de nous faire le retour. C'est de poser la question à l'enfant, de dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment tu t'es senti, comment tu as réagi, pourquoi tu as choisi ce moyen. Et c'est vraiment de poser la question à l'enfant pour lui permettre aussi de rentrer dans cette introspection, de dire est-ce que c'était la peine que je sois autant en colère, qu'est-ce que j'aurais dû faire autrement, au lieu de nous être toujours en train de parler, de critiquer, puis de culpabiliser. Mm. Ouais. Fait que là, j'ai une autre question pour toi. Attends, c'était quoi ma question? Pourquoi j'ai oublié ma question? À quel moment on peut savoir vraiment qu'un enfant, que ce garçon a besoin d'aide? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va faire de façon automatique? Est-ce qu'il y a un moment pour le faire? Répète la question encore. À quel moment on va savoir à quel moment on sait que cet enfant a besoin d'aide? OK, là, il faut aller l'aider, il faut trouver quelqu'un ou il faut nous-mêmes consacrer du temps pour l'aider. Ah, moi j'aurais dit, lorsque tu vois que tu n'es pas capable d'être le point de communication pour ton enfant. C'est-à-dire, si tu vois que ton enfant est triste et il ne communique pas, et tu trouves aucune façon de gagner la confiance de ton fils pour parler, s'exprimer, dire qu'est-ce qui a passé à l'école. Exemple, tu vois que ton fils retourne à la maison, tu vois qu'il est vraiment fâché. Et tu lui demandes de parler par rapport à ça. Il dit, oh, je ne veux pas parler. Je veux être seul. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Et malgré différents efforts et stratégies, tu vois que ça ne marche pas. Ça veut dire que pour moi, selon moi, ça veut dire que tu n'as pas gagné cette confiance pour laisser cet enfant de juste tout laisser entre tes mains. Tu vois? Et je trouve tout ça vient du fait que souvent, trop souvent, les parents ne sont pas des enfants. Ils ne comprennent pas que lorsque ton enfant est un enfant, soit un enfant aussi. Like, on a toujours cette voix qui dit tu ne peux pas être l'ami de ton enfant, qui est vrai, mais en même temps, lorsqu'un enfant a 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, sois son ami en même temps, mais tu gardes ton autorité. Mais communique avec lui, aide-lui à comprendre, parle avec lui le plus possible et aide-lui à parler le plus possible par rapport à comment il se sent. Mais le problème avec ça, c'est que les parents sont tellement stressés, pas de temps, toujours en train de travailler. S'ils ne sont pas en train de travailler, ils essaient de relaxer, prends le iPad, va dans le coin. Donc, lorsque tu veux que ton enfant lise, il est habitué de faire quoi? Regarder son iPad, il reste dans son coin, il est tout seul, jouer, mais tu n'as pas développé cette intelligence émotionnelle de juste communiquer avec lui et vraiment sois présent. Yo, comment tu te trouves à l'école? Qu'est-ce que les gens ont dit à l'école? Comment tu te sens par rapport à ça?
Est-ce que tu penses que tu as agi comme il faut? Qu'est-ce que tu aurais à faire différent ou mieux au lieu de juste taper l'enfant ou you get what I'm trying to say? So, c'est ça. Moi, j'aurais dit, lorsque tu vois que ton enfant fait plus de confiance à communiquer avec toi, là, c'est de voir quelqu'un d'autre, peut-être une psychoéducatrice, you know, a family counselor comme toi, like quelqu'un pour t'aider à avoir d'autres stratégies parce que peut-être t'es juste limité. Ouais. Je sais qu'aussi que notre communauté, on n'aime pas demander de l'aide, on est capable de faire tout seul, même si on va s'écrouler, mais on va réussir tout seul. Donc, on attend vraiment que ça empire avant de demander de l'aide. Mais ce qu'il faut que les parents ils sachent aussi, c'est que en tant que parent, émotionnellement, tu es trop impliqué avec ton enfant. Donc, c'est pour ça il y a des choses qui vont fonctionner plus avec quelqu'un d'autre. Pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que émotionnellement, tu es trop pris dans la situation. Nous, en tant qu'intervenants ou d'autres personnes qui travaillent avec les enfants, on a la capacité plus de faire un recul puis de voir la situation objectivement. Tandis qu'en tant que parent, quand on t'appelle la 5e fois à la direction pour la même chose parce que ton enfant n'a pas écouté ou a dit des gros mots, ben ça vient tellement te frustrer que c'est difficile de prendre un recul et de voir la situation. Donc, ton réflexe, c'est vraiment de dire, mais je te l'avais dit, il y a le fait aussi que j'ai besoin, la pression de faut que mon enfant soit bien élevé, la pression de l'entourage, la pression de l'école, de l'église, de tout le monde. Fait que tu as quand même une pression aussi sociale à dire, OK, quand je sors avec mon enfant, il ne faut pas qu'il crie, il ne faut pas qu'il fasse ceci. Il y a cette pression que le parent a, que nous, en tant qu'intervenants, on l'a moins parce on est capable de prendre ce recul puis de voir et d'être objectif. Donc, c'est pourquoi, quand ça ne fonctionne pas, ça va fonctionner avec quelqu'un d'autre, pas parce que la personne est plus capable que toi, parce que le parent, ça reste le meilleur intervenant pour l'enfant, la personne qui comprend l'enfant le mieux, parce que tu es avec lui 7 jours sur 7, 24 sur 7. Mais c'est ce côté émotionnel que nous, on est moins impliqués. Donc, on est capable de prendre le temps avec l'enfant puis d'aller questionner sans avoir cette culpabilité-là. Ouais. Mais c'est vrai que la communication, c'est vraiment la clé. C'est vraiment la clé. Et des fois aussi, surtout les garçons, des fois, on a l'impression que c'est juste nous qui parlent. Eux, ils répondent pas. Ils font juste, ouais, ouais. Mais c'est vraiment de continuer à le faire, de continuer à parler, nous, de notre journée. Quand l'enfant répond pas, on peut parler de nous, comme on s'est senti aujourd'hui, qu'aujourd'hui, notre boss nous a énervés, qu'on était fâchés après un collègue. Parce que c'est ça, on a l'impression que, en tant qu'enfant, quand on vit de ces émotions-là, quand on sera rendu adulte, ça va disparaître. Mais ça ne disparaîtra pas. Ça va continuer, c'est juste de trouver comment le faire. Mais parce que les adultes ont tellement l'air parfait qu'on a l'impression qu'on sera aussi parfait, qu'on ne vivra plus ces émotions. Donc, c'est d'être capable, nous, quand l'enfant parle pas, ben, de nous parler de comment on s'est senti, ce qui s'est passé, comment des fois, nous aussi, on n'est pas capable de nous gérer, comment nous, des fois, on fait des justices. Mais l'important, c'est de continuer à avancer, puis de faire mieux de jour en jour. Et c'est d'être capable aussi, en tant que parent, de parler de nous, de ce qu'on vit, sans rentrer dans les détails de, OK, t'es mon ami, puis chummy, mais juste dans la simplicité de tous les jours, comment ça s'est passé, puis comment on s'est senti aussi. Ouais. Puis là, j'ai une autre question. Qu'est-ce que tu penses que parents devraient faire ou ne devraient pas faire aussi avec surtout un garçon? Shut down their emotions, uh, bloquer l'enfant de s'exprimer ses émotions comme il veut. Deuxièmement, c'est de ne pas prendre le temps de vraiment être présent et être un enfant et participer comme un enfant. D'imposer une modèle sur ton enfant parce que tu dis un homme ou un garçon, c'est ça. Regarde, l'autre garçon, il est comme ça, je veux que tu sois comme ça. Non, c'est de laisser ton enfant être lui. Il est en train d'explorer. You know what I mean? So, j'aurais dit valider ton enfant. And une chose qui est vraiment, vraiment principale, c'est de s'assurer que ton enfant comprend que tu as un amour inconditionnel. Ça, c'est tellement dangereux dans la psychologie avec un enfant. Je vous donne un exemple. Dans le livre de Boundaries de Dr. Henry Cloud, il explique par rapport à les boundaries que les gens ont, les limites, tu vois. Et il explique cette situation avec 2 garçons. Donc, il y en a 2 familles différentes, 2 garçons différents. Les 2 garçons viennent chez eux et ils ont l'odeur de marijuana. Et quand ils rentrent dans la maison, la première famille,
L'enfant rentre, les parents lui demandent, mais pourquoi on prend le sang de marijuana sur toi? Et lui, il dit, moi, j'ai pas fumé. Les parents sont comme, mais pourquoi on sent cette odeur-là? Il dit, ben, tous les gens dans la foule m'ont dit que je suis ceci si je fume pas, je suis sobre, je suis blablabla. Bla, bla. Ils ont créé des mots. Donc, moi, j'ai juste quitté le lieu. Parce que je sais, même si ces gens-là pensent ça de moi, ça veut rien dire. Right? La famille lui donne un câlin, il lui fait confiance. Deuxième situation, l'autre enfant vient chez lui, on sent l'odeur de marijuana, on lui questionne, pourquoi tu as cette odeur-là? Il commence à mentir, j'ai pas fumé, j'ai pas fumé. À un moment donné, il s'ouvre et il dit, je fumais parce que le gars dit que si j'ai pas fumé, j'étais ceci et j'étais cela. C'est quoi la différence entre les deux? La différence est ceci. La première famille, les parents ont toujours respecté le nom de leur enfant. Et ils n'ont pas enlevé leur amour. Tu vois, et souvent les parents font ça. Lorsque l'enfant ne fait pas qu'est-ce que tu veux, tu enlèves ton amour, tu enlèves ton affection. Donc, psychologiquement, tu es en train de dire à ton enfant, si je veux recevoir l'amour, il faut que je dise oui à toi et non à moi. Et si tu... Je ne t'aime pas pour ce que tu es, mais je t'aime pour ce que tu fais. Exact. Pour ce que tu Et ne quand fais tu pas. fais ça jeune, à un moment donné, lorsque ce même jeune-là va à l'école, surtout école secondaire, il va avoir des relations avec des gens qui font en sorte que lui, il va toujours comprendre que si je veux me faire aimer, il faut que je dise oui à toi et non à moi. Parce que même ma mère, elle m'aime pas juste parce que je suis qui je suis, mais elle m'aime lorsque je fais qu'est-ce qu'elle veut. Tu vois le danger, par rapport à ça. Donc, c'est de faire en sorte qu'un enfant comprenne que tu as un amour inconditionnel, que tu fais qu'est-ce que je veux ou pas, je t'aime. Donc, ça va bâtir une confiance sur lorsqu'il va à l'école ou lorsque ton garçon est dans une relation, il va pas juste dire à une fille oui tout le temps, tu vois, et dire non à lui. Et c'est la même chose pour une fille. Tu vas voir des fois des filles sont dans des relations toxiques et tu te demandes mais pourquoi? Elle n'avait jamais eu la réflexe de comprendre que des fois, il faut dire tes parents non. Ouais. Tu vois, ça c'est comment j'aurais répondu à ça. Je pense que aussi, ce qu'on fait, c'est quand on reproche les enfants, on a l'impression que ils vont faire mieux. Mais c'est la pire chose à faire aussi, je trouve, parce que à force qu'on te reproche quelque chose, tu finis par accepter que t'es comme ça, puis tu finis par le faire, puis rendu à un moment donné, tu t'en fous de ce que les gens vont dire. De toute façon, tu sais que t'es agressif. De toute façon, tu sais que t'as tel ci, tel ça en toi. Mais si les gens prenaient le temps de plus voir en fait que oui, tu peux, ça se peut, ça va arriver que tu vas te battre à l'école, ça va arriver des situations où tu vas réagir de telle façon, mais l'important, c'est d'être capable le lendemain de faire mieux. Donc, ça permet à l'enfant de voir qu'on croit en lui, qu'on ne voit pas juste son erreur, parce que souvent, en le culpabilisant, on est en train de l'identifier à son erreur. On est en train de lui dire qu'il est juste un bandit, qu'il est juste telle façon, qu'il est juste colérique, qu'il est agressif. On lui met des noms qu'il n'est pas, en fait. Donc, on sait que notre enfant n'est pas agressif. Ça peut arriver qu'il agit de façon agressive, mais ça ne veut pas dire qu'il est agressif. Donc, c'est de faire attention aussi à comment on fait les retours quand quelque chose s'est pas bien passé, comment on parle à l'enfant. Tout ça aussi a un impact sur comment l'enfant il se perçoit et après comment il réagit par rapport à ce qu'il perçoit de lui-même. Mm. Ouais. Puis aussi, après les crises aussi, souvent, par exemple, quand un enfant a fini de faire une crise a explosé, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un retour directement après la crise. On est en train de lui raconter ou de lui expliquer, de lui culpabiliser. Mais je vais juste vous dire pour un adulte combien ça prend d'heures après une crise qu'on soit calme. Puis si vous voulez savoir pour un enfant, je vous invite vraiment à vous inscrire dans notre newsletter. On envoie un courriel. Mardi, vous allez recevoir. Mais pour un adulte et un adolescent, ça prend 12 à 24 heures après une crise qu'on retourne dans notre état normal, que notre cerveau soit complètement fonctionnel. Donc, ça veut dire que les 12 heures après la crise, même si on est plus calme,
on est plus irritable et le peu de choses peut venir nous irriter. Donc, imagine ton garçon qui est venu à l'école, on l'a poussé, il a poussé l'ami à retour, et là, il a été en punition parce que ça s'est pas bien passé, il a eu des manquements, il est rendu en rouge, on l'a retourné à la maison, et la seule chose que tu trouves à lui dire, c'est encore des reproches. Fait que lui, il est encore sur la défensive, il est encore en train de penser, il n'est pas même pas en mode apprentissage. Fait qu'il y a des possibilités que la journée se termine complètement en crise. Parce que cet enfant, il y a juste des choses qui viennent l'irriter pendant toute sa journée. Tandis que si on lui laisse du temps avant de faire un retour sur la situation pour savoir ce qui s'est exactement passé, mais c'est plus facile là de faire des apprentissages. Fait que c'est souvent aussi donner le temps à l'enfant. Oui, ça s'est passé, mais c'est déjà passé de toute façon. Et qu'après, c'est de donner le temps à l'enfant d'être disponible et avant de faire retour, de savoir comment ça se passe, comment il a réagi, pourquoi ça s'est passé de telle façon aussi. Mm. Mais souvent, on pense pas à prendre le temps, on est trop rapide, on est trop impatient, on a trop de choses à faire, fait qu'on veut que ça bouge maintenant. C'est là aussi qu'on est en train d'agresser l'enfant parce qu'on est en train de rentrer dans sa bulle quand il était même pas prêt pour ça. Ouais. Là, je me demande parce que là, on a beaucoup d'injustices que vivent aussi les garçons. Mhm. Et on a beaucoup d'injustices, surtout les garçons noirs aussi, qui se font étiqueter, donc qui sont plus sur la défensive. On va dire que nos garçons sont plus sur la défensive parce que de toute façon, ils savent quand un policier m'arrête, il n'a pas une bonne intention, donc je suis sur la défensive parce que j'ai l'impression que je dois me défendre. Donc, un policier, ça représente un danger pour les jeunes noirs présentement. Et donc, ça fait en sorte que même si les gens nous disent, oui, mais soyez calmes, puis respirez, puis vous avez juste à coopérer, on ne peut pas parce qu'on est déjà sur la défensive, parce qu'on sait qui va arriver, comment ça va finir. Et quel conseil tu donnerais à un parent en ce moment qui élève des garçons, soit qui sont plus jeunes ou quand même un peu vieux? Comment on peut les préparer? Comment on peut les aider, les accompagner pour qu'ils puissent faire face à ces situations qu'ils vont peut-être vivre un jour? Moi, je trouve, et moi, j'ai vraiment un bon exemple de ça parce que un des enfants que j'ai mentor en privé, lui, malheureusement, il était mis dans le centre jeunesse pour 7 mois, pour n'importe quoi. Mais aussi à 10 ans, à son école, il était menotté parce qu'il a eu une bagarre avec un autre enfant. Ils ont menotté un enfant de 10 ans. Donc, je lui aide par rapport à sa colère. Et l'affaire, c'est de vraiment briser l'image que ton enfant a par rapport à la police. Si, par exemple, le point de référence de ton enfant par rapport à la police, c'est les images qu'on voit sur les réseaux sociaux que un policier qui est en train de tuer un noir, qu'est-ce que tu vas dire? Il y en a rien qui va tenir en l'eau, qui va tenir l'eau lorsque tu parles. Donc, ça, c'est de protéger l'enfant le plus possible, dans les mesures possibles par rapport à ça, mais de lui faire comprendre que c'est pas tous les policiers, par exemple, qui ont un problème avec toi. De lui faire comprendre que les policiers travaillent pour toi. Tu vois? Par contre, il faut que tu comprennes comment gérer une situation. You get what I'm trying to say? So, excuse me. C'est d'avoir une conversation ouverte et lui faire comprendre quoi faire, quoi ne pas faire. Tu vois? Pour sa sécurité et la sécurité de la policier. De lui faire comprendre que une des raisons pour laquelle ça arrive, c'est que ces policiers-là, ils ont beaucoup de peur. Et quand on est peur, des fois, on fait des erreurs. C'est pas bon. On l'excuse pas. Par contre, vu que tu es en train de dealer avec quelqu'un qui est peur de toi pour aucune raison, sois sage. Il fait mieux, j'aurais allé dans cette direction-là. Si tu peux, quand un policier passe, ça va? Comment? J'imagine les petits enfants en Haïti qui disent allô à tous les blancs qui arrivent. Allô? Exact. Tu vois, familiarize them with the police in a way because the police ain't going nowhere. You get what I mean? So de leur faire comprendre que tous les policiers ne sont pas mauvais. Et justement, cet enfant-là que je travaille avec, lui, il veut devenir un policier. Wow. Malgré cette situation, c'est sa passion. Et chaque fois qu'on parle de sa vision, et même à 11 ans, il est 11 ans aujourd'hui, c'est sa fête, you know? Like, lui, il a déjà son vision board. On a fait nos vision board ensemble.
You know, on a tiré son raison d'être et tout ça à 11 ans. Tu vois, donc tout est clair pour lui. Et le plus qu'il pense, il voit qu'en lui, il veut protéger les gens. Donc, s'il veut protéger les gens, il veut devenir policier. Et je ne vais jamais décourager l'enfant de faire ça. Donc, c'est ça que tu veux faire. Tu as compris qu'il y en a des mauvais, il y en a des bons. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Like, c'est ça, dans tout métier. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Oui, oui. Oui. Mais ça veut dire aussi, il faut que les parents fassent attention à ce que eux ils disent aussi, parce que pas juste les médias. Ça se peut que l'enfant ne regarde pas la télé, mais il entend les réactions. Parce que je pense qu'on réagit tous quand il y a quelque chose qui se passe, on est tous en train de réagir, on est frustré, fâché, et l'enfant est en train de voir. Donc l'enfant est en train de comprendre, OK, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec les policiers. Donc, il y a aussi comment nous, on réagit par rapport aux situations qui arrivent et comment on réagit devant, en présence de l'enfant. Ça, c'est sûr. Ouais, ouais. Parce que tant qu'on est en train d'être frustré par rapport à ce qui se passe, qu'on est en train de juste dire des gros mots parce que le policier a fait ci, a fait ça, ben l'enfant, il entend. Fait qu'il associe que un policier, ça sert à, fait que ça fait plus peur à l'enfant, en fait, que le rassurer. Parce que même nous, en tant qu'adulte, on a peur. Donc, l'enfant aussi, il sent la peur, il sent la frustration. Donc, lui aussi, il vit la peur et il grandit avec l'image de un policier, c'est fait pour me tirer dessus. Donc, un policier, c'est pas mon ami. Ouais, ouais, ouais. Je pense que oui, c'est vrai. Puis là, j'ai une autre question. Comment on fait pour, là, on va parler des plus vieux. Donc, les plus jeunes, on fait beaucoup plus de prévention, c'est plus facile. Mais là, pour les plus vieux, donc, qui sont déjà habitués à ne pas parler de leurs émotions, comment on peut arriver à les convaincre, à les aider à s'exprimer sans que eux se sentent vulnérables ou se sentent moins masculins? Je vais le dire en anglais, en français. So, for me, it's very simple. Le mot intimacy, right? Intimacy. Into me, see. Si tu veux que ton enfant soit transparent sans que il sent que tu violes son espace privé, il faut que toi, tu sois transparent. Et pas dans un but de lui éduquer tout le temps pour lui dire, yo, quand j'avais 15 ans, j'ai agi différemment. Non. De lui parler de tes erreurs. Pas honnête, parce que si toi, il te voit comme si tu es parfait, tu n'as jamais fait une erreur, donc pour lui, il va dire, yo, je peux jamais atteindre ça, you know, comme, je ne veux pas parler avec toi, en fait. Donc, mon clé, la chose qui fait en sorte que lorsque je rencontre des enfants pour la première fois ou des adultes pour la première fois, et que j'ai réussi à laisser les gens ouvrir leur cœur, parce que moi, je suis transparent, je suis un livre ouvert, j'ai pas de, I have no shame. De secret. Yeah, I have no shame in my past or mes erreurs. Et lorsque je célèbre mes erreurs avec eux, là, ils écoutent parce qu'ils sont comme, OK, il n'est pas en train de me éduquer, il est en train de partager. C'est les amis qui partagent. Et lorsque tu vois tes amis, les vrais amis que tu as forgé des amitiés vraiment fortes, c'est des gens qui sont transparents avec toi. C'est pas un one-way street où tu parles et la personne écoute et c'est ça. Non. So, moi, j'aurais dit c'est ça, c'est d'être vulnérable. Et si tu as foiré son jeune âge parce que tu n'étais pas vulnérable et transparent dans ce temps-là, dans ses adolescences, il y en a une autre opportunité. You know, tu lui dis, yo, man, toi, tu es tellement beaucoup plus sage que moi. À 14 ans, là, man, j'ai fait cette erreur et ça m'a apporté ça. You know, and quelque chose d'autre, peut-être tu vas trouver ça fou, mais quelque chose d'autre que j'ai compris, c'est de lâcher prise de tes enfants. C'est-à-dire, laisse pas tes enfants devenir une idole pour toi. Moi, j'ai même pas des enfants et je sais que à un moment donné, mes enfants étaient des idoles. Leur réussite, tu vois, leur réussite qui vont devenir, ça peut être une idole pour toi et il faut lâcher prise et savoir que tu donnes le meilleur que tu peux, mais lâcher prise. L'enfant va devenir qui il veut être quand même. Lâcher prise. Parce que ça garde beaucoup de parents malheureux.
parce que tu essaies de Ouais. contrôler tout, mais tu ne peux pas. Si ta mère et ton Mhm. père n'étaient pas capables de te contrôler et tes décisions, c'est impossible que tu vas être capable de faire ça en 2021 avec un Mhm. enfant qui a un smartphone. Arrête de niaiser. Mhm. Ouais, ouais. Mais je pense, de toute façon, moi, je dis ça toujours aux parents. Fait que je trouve pas ça fou parce que je dis la même chose aussi. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est de guider l'enfant. C'est de s'assurer à ce que tout ce qu'on dit à l'enfant, qu'il comprend et quand il fait ses choix, qu'il puisse connaître les conséquences de chacun de ses choix. Donc, pas juste de lui dire, OK, il faut que tu fasses ci, va à droite, mais qu'on est capable de expliquer, voilà ce qui arrive si tu vas à droite et voilà ce qui va arriver si tu vas à gauche. Donc, quand l'enfant prend son chemin, mais il saura à quoi s'attendre et pas juste de lui montrer un seul chemin puis que là, l'enfant, il va prendre le chemin opposé de toute façon. Parce que là, tu t'es tellement forcé à prendre ce chemin qu'il veut savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Puis là, l'enfant va vivre des situations qu'il ne voulait pas à la base. Fait qu'on est là pour les guider, mais c'est le Saint-Esprit. En fait, c'est Dieu qui fait le reste du travail. Peu importe ce que tu peux faire avec ton enfant, peu importe ce que tu peux dire, c'est tout ce que tu peux faire en tant que parent. Donc, tu ne peux pas aller plus loin dans changer qui il est, changer sa personne. L'enfant est né avec son tempérament, il est né avec sa mission, sa vision, il est né avec tout, en fait. Il a juste besoin un peu d'aide pour grandir, pour apprendre, pour comprendre, mais sinon, on ne peut pas faire de l'enfant ce qu'on veut qu'il soit. C'est impossible. Mm. Donc, ça ne sert à rien, en fait. On va passer toute notre vie, on va être frustré, déçu, fâché, on va trouver que les enfants sont ingrats, les enfants sont ci, sont ça, mais on n'a pas le contrôle là-dessus. Il faut avoir la conscience de dire, je lui ai donné tout ce que je pouvais, tout ce que j'avais. Mhm. J'ai fait de mon mieux, j'ai cherché toutes les ressources nécessaires, je lui ai tout donné. Et là, tu peux être tranquille de dire, le reste se suivra. Donc, le Seigneur va s'occuper du reste, mais moi, j'ai fait ma part. Mhm. C'est tout ce qu'on peut faire en tant que parent. Et ça, c'est vraiment dans l'accompagnement, dans le quotidien, c'est prendre le temps aussi de connaître chacun des enfants. On n'a pas un groupe de, je sais pas, d'animaux qu'on traîne à l'abattoir puis qu'on les amène tous manger, buver, c'est fini. Mais on a des individus. Ce sont chacun un individu spécifique, spécial. Fait qu'il faut être capable de comprendre et de connaître chacun de nos enfants pour mieux aider chacun. On n'a pas un groupe puis on compare, on veut que lui ressemble à lui puis lui se comporte comme lui. Mais on voit que clairement, ça ne marche pas. Il y a un qui est tranquille, il y a un qui est plus explosif, mais c'est comment on fait pour quand même avoir du temps aux deux, pour quand même montrer, donner de l'amour aux deux, mais à leur façon aussi. Mm. Ouais, ouais. Ça, c'est quelque chose aussi qui est très important, qu'on ne prend pas le temps nécessairement de faire, c'est de connaître chacun des enfants. Moi, j'avais l'impression que des fois, en tout cas, moi, j'avais l'impression que mes parents ne me connaissaient pas. J'avais l'impression que mes amis me connaissaient plus ou ma sœur me connaissait plus, mais mes parents ne me connaissaient pas parce que tu n'avais pas l'impression que ta mère ou ton père prenait le temps de s'asseoir avec toi et de savoir comment toi tu vas. Pas juste d'être toujours là en train de dire ce que tu n'as pas fait, ce que tu devrais faire, ce que tu n'as pas, mais juste de savoir comment tu vas, comment ça se passe, comment tu te sens. Il y a beaucoup ça qu'on fait pas avec chaque enfant, fait qu'on va faire des activités de groupe, on va aller au manège, on va faire plein de choses, mais au final, l'enfant est toujours pris dans un groupe. C'est que l'enfant n'est pas reconnu pour la personne qu'il est. Donc, il est reconnu à travers le groupe. Et même aussi à l'église, c'est l'enfant de telle personne. C'est pas, puis des fois, même quand on devient adulte aussi, là, on reste la fille de monsieur, madame et tel. On n'est pas la personne parce qu'on a toujours passé dans un groupe. Donc, on a toujours été identifié à un groupe. Ouais, attends. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'adultes ne se préparent pas avant de concevoir un enfant et apprennent sur le tas. Ouais, je pense qu'il y a ça aussi, c'est vrai. Oui, en passant, les gens, vous pouvez poser vos questions. Nous, on parle beaucoup, mais vous pouvez poser vos questions aussi. On va les regarder, puis on va prendre le temps de répondre aussi. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de parents qui n'ont pas préparé ou qui ont préparé, mais qui n'ont pas... Parce que même si tu prépares, en fait, faut que tu sois à jour. Faut que tu sois toujours à jour de savoir parce que tu peux préparer à avoir un enfant, mais l'enfant que tu voulais, ce que tu as eu, c'est complètement l'opposé de ce que tu voulais. Fait que c'est de toujours être à jour, de savoir comment tu dois faire avec cet enfant. C'est de toujours prendre le temps d'aller, de voir, de lire aussi. Il y a tellement plein de ressources en 2021 dans ce siècle que il y a plein de choses qu'on ne fait pas parce on se donne comme excuse qu'on n'a pas le temps, mais il y a tellement de choses, on a tellement d'informations qu'on peut aller chercher sur les réseaux, sur Internet pour aider l'enfant que je pense que c'est un bon moment pour vrai de s'outiller en tant que parent pour mieux accompagner les enfants. Ouais, je pense qu'on a un commentaire. Aussi peu sont vraiment responsables et ne font que répéter le style vécu car j'ai survécu. Ceci doit changer au sein de la nature des enfants. Ouais, exactement.
je n'ai pas fait ceci ou à ton âge, j'étais sage, donc toi aussi, tu devrais être sage. Et il y a aussi le parent qui n'a jamais été sage, mais qui s'attend à ce que son enfant soit un saint. Il y a ça aussi. Donc, parce que j'ai fait l'erreur à tel âge, je ne veux pas que tu répètes mon erreur. Donc, là, je te garde serré pour ne pas que tu répètes le même erreur que je fais parce que je connais ce que ça va donner, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Je peux pas me fier à l'expérience de quelqu'un pour ne pas faire quelque chose. L'enfant, surtout quand l'adolescence arrive, on a besoin d'expérimenter. Fait que l'enfant va expérimenter pour savoir, même si tu lui as expliqué 1000 et 1000 fois ce que ça a donné. Ouais. Je sais pas si tu vois les questions. À partir de quel âge vous commencez le mentorat individuel? Je pense que la question est pour toi. Yes, Lorietta. So right now, my youngest is 10 years old, but I can work, like I have, j'ai d'autres programmes où j'ai des enfants si jeunes que 7 ans. So, moi, je suis ouvert, but pas moins que 7 8 ans là. Le temps. Là, pas de patience. Ouais. Non, mais c'est difficile aussi à cet âge-là. En fait, il y a des petites choses qu'on peut travailler quand même, mais il y a pas la maturité, il y a une maturité qui n'y a pas encore, il y a la logique non plus qui n'est pas présente. C'est pour ça aussi, on parle pas trop il y a plein de choses qu'on parle pas avant 7 ans, parce qu'il y a la logique qui n'est pas là. Donc, l'enfant va plus faire par imitation, parce que quelqu'un l'a fait. Il n'y a pas la logique. À partir de 7 ans, il y a plus la réflexion logique. Fait que c'est plus facile de guider ses enfants vraiment, vraiment, puis d'avoir des discussions profondes, là. Mon cousin a 14 ans, lorsqu'il parle à une personne, il hurle. Puis, je veux Qu'est-ce dire qui... crier. Ouais, ouais. OK. Donc, ça peut être pour différentes raisons, mais pour moi, first thing that comes to my mind is il se sent pas entendu. C'est pourquoi il Mm, crie. He doesn't feel like no one hears him, so he screams. Peut-être mm, dans la maison, les gens ont toujours crié, donc il se mhm, sent pas écouté. mhm. C'est vrai. Puis ne se sent pas écouté, ça veut pas dire parce que tout le monde a fait silence. Ça se peut que tout le monde a fait silence, mais personne n'a compris ce qu'on a dit aussi. Exact. C'est des fois, on a l'impression qu'on a entendu l'enfant, mais l'enfant nous a dit quelque chose, on répète le contraire de ce qu'il nous a dit. Fait que ces enfants, ça se peut qu'ils ont l'impression de ne pas être entendus et compris. Fait que c'est de comprendre, d'être capable de répéter ce que l'enfant a dit. Fait que si c'est vrai que si la personne ne se sent pas écoutée ou compris, il va crier, il va continuer et il va finir par taper parce qu'il veut l'attention, il veut que tu comprends ce qui se passe. Et souvent, c'est ce que aussi disent les enfants qui vivent beaucoup d'injustice aussi, c'est qu'ils ne se sentent pas compris. Et la personne ne lui a pas laissé le temps d'expliquer ce qui s'est passé, il n'a pas eu le temps. C'est beaucoup l'incompréhension. Et l'incompréhension, c'est de dire que l'enfant est en train de nous raconter, mais on croit autre chose, ou on est en train de juste parler, on ne lui laisse pas le temps d'expliquer ce qui s'est passé, ou on ne croit pas à ce qu'il nous explique. C'est vraiment de prendre le temps d'écouter, de comprendre, de répéter, de reformuler ce que l'enfant nous a dit pour être sûr qu'on a bien compris. Et ensuite, on peut dire ce que nous, on pense. Ça peut être le contraire, mais on a pris le temps quand même d'écouter l'enfant avant nous-mêmes de dire ce que nous, on pense ou ce qu'on va donner comme conséquence. Ouais. Ah, on a quelque chose d'autre. Bravo de ce que tu fais, Jen. Tes enfants de 7 à 14 ans modélisent, imitent beaucoup. Et d'avoir des gens qui investissent réellement en eux est une bénédiction. Thank you Ouais. very Ouais. much, Altagracia. Ouais, c'est vrai parce que les enfants ont besoin de modèles positifs. Et souvent, ils n'en voient pas non plus. Tout ce qu'ils voient, c'est ce que nous, on est représenté dans les médias, qui n'est pas nécessairement une bonne image. Donc, avoir des modèles positifs pour les enfants, je pense que ça les encourage et ça les fait croire aussi en leurs rêves. Donc, ils peuvent faire de grandes choses, qu'ils peuvent y arriver. Et quand aussi ils ont des personnes qui ne sont pas des saints, donc qui ont vécu des choses, qui les comprennent, donc, ça les motive encore plus à savoir de même si je vis des choses difficiles, il va arriver un jour où je vais m'en sortir, où ça va être plus facile. Donc, ça permet aux enfants de rêver et de croire en leurs rêves, de les réaliser. Aussi, aussi, Fait que, ouais. aussi pour les Ouais. gens qui écoutent, si tu as des problèmes et tu as besoin d'un coach de vie, on a Alta Gracia qui est vraiment bon. Je peux te témoigner parce Oh, qu'elle me coach des fois et elle est vraiment bon. So, si oh, nice. tu es dans un enjeu où tu as besoin plus, tu as besoin de quelqu'un pour t'écouter et Écoutez. de trouver d'autres façons et d'autres moyens, tu peux vraiment utiliser ces services. Fait qu'enchantée, Altagracia. Je pense que de plus en plus aussi, on a des coachs qui se positionnent. C'est vraiment super. Yeah. Que Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites dans la vie des enfants. Merci. Ouais. On est clairement des passionnés.
On est clairement des passionnés. Parce qu'il y a beaucoup de choses de base qui doivent être travaillées. Il y a des choses que les enfants n'apprennent pas à l'école, mais qu'ils vont en avoir besoin dans la vie de tous les jours. Des choses auxquelles ils vont affronter, ils vont faire face plus tard, mais qu'ils ne sont pas prêts. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est que ces enfants soient prêts à affronter ces situations, que quand ils arrivent devant des situations, ils puissent savoir quoi choisir, quel choix faire, comment réagir, comment s'adapter, que ces enfants aussi puissent savoir qui ils sont, en fait, qu'ils n'ont pas peur de s'exprimer, d'être qui ils sont, d'être vrais, d'être authentiques et de continuer à rêver, à poursuivre leurs rêves. C'est vraiment très jeune qu'on doit le travailler pour que ces enfants, plus tard, quand ils vont être confrontés à plein de situations, de la quête identitaire, plein de confusions, mais que ces enfants puissent avoir quand même une base qui est solide, une racine, et peu importe les vents, que ces enfants puissent rester quand même debout parce que leurs racines sont solides. Et je pense que c'est vraiment le but. Est-ce que tu veux, je sais que tu m'as envoyé des questions. Est-ce que tu veux qu'on fait quelques questions à... Oui, bah oui, on peut. Je les ai pas, mais oui, tu peux. Est-ce que tu les as avec Oh, toi? bien sûr. So, Ok, bah oui, on peut y aller. let me see here. Je pense qu'on les a. Un des questions, par exemple, que tu m'as demandé qui était vraiment puissant et vraiment important, c'était Yeah. de quoi a besoin un garçon pour être bien dans sa peau? Je vais Mhm. répéter. De quoi a besoin un garçon pour être bien dans sa peau? Um, Moi, je trouve, c'est de faire en sorte que l'enfant comprenne c'est quoi un garçon et de lui faire comprendre que tu es ce garçon-là, que si tu es moins sportif que l'autre, ça ne veut pas dire que tu es moins ce garçon. Mhm. De deux, lui donner un point de référence. C'est vraiment Mhm. important pour un jeune homme ou une jeune fille d'avoir un point de référence. Je ne peux pas stresser ça assez. I mean, même si tu es mère monoparentale, tu peux lui donner un point de référence masculin. You know, que Mhm. ça soit Black Panther, si tu vois qu'il est vraiment comme all about Black Panther, mais nourris ça, Mhm. tu vois. Aide-lui à vraiment voir les caractéristiques. Aide-lui à voir des points de référence qui sont masculins, qui sont positifs et Ouais. qui lui donnent une inspiration à devenir comme ça. You feel me? Mhm. Um, Ouais. une autre chose aussi par rapport à ça, quelque chose que je déteste fortement, c'est de faire ton enfant, de comprendre toi-même que ton enfant n'est pas seul. Souvent, Mhm. lorsque ton enfant ne performe pas comme les autres à l'école, on a la tendance de faire l'enfant comprendre qu'il n'est pas assez rapide que les Mhm. autres. Mais moi, Mhm. chaque fois que j'ai une session avec des enfants, je leur fais comprendre, il y en a 9 types d'intelligence. À l'école, Mhm. on focus sur 2. Mhm. Donc, je leur aide à regarder les 9 et leur demande, tu aimes la musique? Mhm. Voici une intelligence que tu as. You know, tu aimes faire des casse-têtes et des choses like, et je continue juste pour leur faire comprendre que vous êtes fort. Une Mhm. autre chose, pour qu'un garçon soit bien dans sa peau, c'est par rapport à ses sentiments, par rapport à comment il voit lui-même. Et Mhm. je vais dire ça en anglais et ensuite français. Human beings, whether you're a boy, girl, or adult or kid, we make decisions based on how we feel, not what we know. So Mhm. même lorsque ton enfant est vraiment intelligent, qu'il a fait le devoir avec toi à la maison, tu sais il est capable, s'il rentre à l'école et il se sent pas bien parce que quelqu'un a dit quelque chose ou son éducateur lui a parlé dans une manière, peut-être il va pas Mhm. performer dans son examen. Ouais. You feel me? So, Ouais. c'est vraiment primordial de bâtir comme Frederick Douglass. Frederick Douglass said, c'est plus facile de bâtir des enfants forts que de réparer des hommes brisés. C'est Mhm. pas Ouais. impossible, mais c'est plus Ouais. facile. Donc, il faut vraiment travailler le côté l'intelligence émotionnelle. You feel me? Like, Mhm. vraiment travailler ça. Et comment tu fais? Tu laisses l'enfant parler et tu sois un enfant. Il Mhm. veut jouer dans le sable, rentre dans le sable. Et Mhm.
une autre chose que je peux dire par rapport à ça, c'est lorsque tu parles avec un chien, si tu demandes une parent, est-ce que tu veux un chien? La plupart des parents, j'ai pas de temps pour un chien. Pas de temps. Parce qu'il faut marcher le chien, il faut promener avec le chien, il faut faire ceci avec le chien. J'ai pas ce temps-là. Ben, tu as un enfant. Ouais. Si tu as un enfant, pourquoi tu as un enfant si tu n'as pas le temps pour être un enfant toi-même? Oh my God, c'est puissant ça, ouais. Yeah, et un de mes amis, elle a un enfant. Si tu entends son enfant parler, son intelligence émotionnelle, c'est comme fou. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Au point que si je dis quelque chose à l'enfant, l'enfant va me dire, est-ce que tu es triste? À comme 5 ans, 4 ans. Est-ce que tu es triste? Qu'est-ce qui ne va pas? Like, tu vois que l'enfant comprend que c'est normal. Et lorsqu'on normalise les émotions chez un garçon, il va arrêter de pleurer. Parce qu'il voit que tu lui dis que tu es triste, il va dire, OK, mommy et papi sont tristes, ils sont pas en train de crier, ils sont pas en train de faire n'importe quoi. Donc, je peux être triste et je peux juste parler et dire, papi, je suis triste, man. Le gars a brisé mon affaire à l'école. You know? Et on a un dialogue. Et là, il va comprendre que je suis son ami. And when he gets out of hand, je vais lui corriger comme il faut, mais avec l'amour. You feel me? Une autre question que je trouve qui est vraiment pertinente, c'était que signifient ces silences? Que signifient ces silences? Donc, ça, c'est un gros stress que je vois, surtout avec les enfants qui sont plus grands. You get me, like 16 ans, 17 ans. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec mon enfant? Il dit rien. Everything is fine, I'm good. Je veux pas parler. Laisse-moi. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Moi, je trouve, encore une fois, le silence d'un enfant envers son parent veut dire beaucoup de choses. You feel me? But pour moi, c'est un cloche. Je peux pas dire pour toute situation, mais la plupart du temps, plupart des fois, la silence d'un enfant, c'est un cri d'alarme qui veut dire you do not care. So I'm not gonna talk. Soit que I feel like you care, but you don't listen, ou tout ça en même temps. So it's like, il faut vraiment prendre le temps de écouter. You know what I mean? Écouter et vraiment comprendre qui ton enfant est. Yeah, et de ne pas imposer une modèle que tu as, you know? Et une autre, un problème que je trouve aussi, c'est comme, tu as un enfant, tu veux que ton enfant communique, mais c'est comme si tu veux pas que ton enfant soit un enfant. Quand il est à la maison, tu veux qu'il soit silencieux dans un coin sous son iPad, 24 sur 24. Tu n'es même pas intéressé de voir qu'est-ce qu'il joue dans son iPad. Qu'est-ce qu'il a compris? C'est quoi la mission? Minecraft, c'est quoi exactement? C'est quoi le hype avec Minecraft? You know, c'est qui les caractères? Comment tu jouais? You feel me? Donc, vous êtes pauvres. Moi, je trouve les parents sont tellement pauvres lorsque tu prends pas le temps de vraiment prendre avantage de cette richesse que ton enfant peut t'apporter. C'est comme si le meilleur anecdote que je peux te donner, c'est comme épouser une fille, right? Et ne jamais coucher avec. C'est comme si tu fais tout le travail. Tu fais tout le travail, tu nourris, you love the person, tu fais tout, mais tu peux jamais comme vraiment avoir le plein expérience avec ton enfant parce que tu n'es même pas présent. Souvent, les parents sont pas présents. Et s'ils avaient un chien, ils seraient ils sont plus conscients qu'ils doivent être présents pour un chien. Parce que c'est comme garderie, grand-mère, you get me, et on va lui amener dans le parc, et même là, Au camp de jour l'été. yeah, so c'est d'être présent.
Puis, moi, ce que je dis aussi, souvent, ce ne sont pas les actions des enfants qui sont problématiques, mais ce sont les réactions des parents aussi par la suite. C'est oui, tu veux que je te parle, mais quand je te parle, tout ce que tu fais, c'est me reprocher. Donc, pourquoi je te parlerais? C'est quoi mon intérêt? Je gagne quoi en te parlant? Je gagne quoi en te racontant ma vie? Parce que l'enfant a besoin de savoir, OK, si je parle à maman, maman va m'aider, au moins m'écouter, va me comprendre, va me conseiller. Mais si quand je te parle, ce sont des reproches. Si quand je te parle, j'ai pas l'impression que tu me comprends, pas du tout. Je suis toujours le coupable, la responsable. Mais ça me sert à rien de parler. Donc, c'est pas tant l'action de l'enfant. Des fois, c'est nos réactions à nous, comment on réagit, qui freine l'enfant. L'enfant avait essayé une première fois, mais ta réaction était tellement dure que l'enfant s'est dit, j'ai compris, je garde mes choses pour moi et c'est correct. Donc, il faut voir aussi comment nous, on réagit. Est-ce qu'on laisse la porte ouverte? Souvent, on va dire, OK, oui, mais si tu as quelque chose, viens m'en parler. Mais on n'est jamais disponible, on est toujours occupé à faire des travaux, on est toujours occupé, on est toujours dépassé, on est toujours à cheval, on est toujours en train de courir. Donc, quand est-ce que l'enfant va prendre le temps de dire, maman, assieds-toi, je veux te parler? Si l'enfant sent déjà que tu n'es pas disponible. Fait que oui, on va parler, on va dire à l'enfant, je te laisse la porte ouverte, mais faut vraiment qu'on soit disponible physiquement, mentalement, quand on dit à l'enfant, je suis là pour toi. Faut que l'enfant, il le sent et il voit qu'après, ça a été bénéfique. Quand j'ai parlé à maman, ça a été comme une séance de consultation. Je me suis sentie écoutée, j'ai pu comprendre, j'ai eu des conseils. Donc, la prochaine fois, je suis mieux outillée. Mais s'il n'y a pas d'avantage, il n'y a rien. Donc, ça ne sert à rien. Je vais juste rester dans mon coin, puis c'est correct. Ça va passer. C'est ça. Et pour donner une histoire qui confirme ça, dans un livre de Stephen Covey, il explique une situation des fois, tu donnes un cadeau à un enfant et il ne veut pas partager avec les autres. Et on dit, ah, c'est un mauvais comportement. Donc, dans l'histoire, imagine que c'est la fête de ton fils. Il a 9 ans. Et là, il reçoit plein de cadeaux. La maison est remplie avec d'autres enfants. Et les enfants veulent jouer avec ces cadeaux à lui. Et là, tu es fâché parce que tu as l'air comme si, j'ai un enfant qui est selfish, qui est centré sur lui parce qu'il ne veut pas laisser les autres jouer avec ses jeux. Et il m'a fait comprendre dans cette histoire que comment tu aurais senti si tu viens d'acheter une voiture neuve et tu n'as même pas eu la chance de vraiment conduire et là, quelqu'un veut le conduire. Tu vas regarder la personne drôle comme, yo, calme-toi là. Ouais. Hein? So, c'est de laisser un enfant, de comprendre un enfant, de mettre toi dans ses souliers. Je ne veux pas répéter. Mais je pense qu'on devrait faire une partie 2. Yeah, for sure. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement, tellement, tellement de choses à dire. Exact. Y a-t-il d'autres questions? Non, je pense que j'en ai pas vu. Ouais, il s'agit de son moment à l'enfant. Ouais, exactement. Moi, j'en ai pas vu de questions. J'en ai pas vu passer, en tout cas. J'ai vu, wow, vraiment intéressant. Intéressons-nous à tous les aspects de leur vie. Il s'agit de son... Oh yes, partie 2. Oh, you know, Il s'agit de son moment à l'enfant. OK. Non, je n'ai pas vu de questions. but j'ai un dernier commentaire que je peux dire. Je pense que j'ai pas de choix de faire une conférence bientôt là-dessus. Il y en a deux choses. Une chose qui m'interpelle vraiment beaucoup, c'est les mères qui gâtent les enfants, surtout les fils. Souvent, les mères gâtent les fils et plus tard, ils sont en train de voir les retombées de ça. Et c'est vraiment quelque chose qui me charge. Et deuxième, c'est les fonds mutuels. Je veux laisser cette live par rapport à ça. Une fonds mutuel. Donc, tu vois, un fonds mutuel, c'est juste plusieurs investissements dans différentes choses. Right? Un enfant, que ce soit garçon, que ce soit fille, il faut que tu traites ton enfant comme un fonds mutuel. Tu ne vas pas avoir ton retour tout de suite. Investisse le plus possible de ton enfant dans son jeune âge. Dans le sport, dans la musique, dans les arts. Mais ça ne va jamais remplacer ton écoute. Tu peux dépenser des milliers de dollars, de
de faire des trainings supplémentaires pour qu'il soit un star, whatever, mais ça va jamais remplacer Mhm. ton écoute. Ouais. Tu fais, mais Mhm. sois Yeah. attentif parce que quand ils sont jeunes, ils sont là, par exemple, pour le plus que tu écoutes et tu sois présent lorsqu'ils sont jeunes, lorsqu'ils tombent dans les 14 ans, 15 ans, excuse-moi, c'est sûr qu'ils vont décrocher un peu, c'est normal. Ils vont pas juste, you know what I Ouais. mean, ils vont Ouais. avoir Mm. leur stade rebelle, but le Mhm. fait qu'ils sont raccrochés à toi, ça va faire toute la différence. Je me Ouais. souviens que j'étais en train de date une fille et la fille m'a dit quelque chose qui m'a tellement touché. Tu sais qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit à 15 ans, elle était en amour avec un pimp. Mais elle ne savait pas que le Mhm. gars était un pimp. Right? Mhm. Cela, elle aime ce gars-là. You know? Ils ont des relations et tout. Et là, le gars lui demande de venir à Toronto. Je pense qu'elle avait Mhm. 15 ans, le gars avait comme 19 ans. Et là, le gars lui dit, comment viens, on va vivre ensemble, on va faire nos vies. Et dans sa tête, elle est comme, elle aime ce gars tellement. Et tu sais qu'est-ce qu'il lui a gardé à la maison? Même pas Mhm. la peur. Mais elle a dit, mais si je quitte, mon père va être tellement triste et ça va briser son cœur. Mhm. Et c'est avec le temps, elle a compris que le gars, c'était un pimp et il voudrait que Mhm. elle laisse sa maison pour pouvoir pimp la fille. Donc, Mhm. tu vois, est-ce que elle se sentait, man, si je quitte chez moi, mon père va me battre? Non. Mhm. Elle sentait comme, man, si je quitte, je vais briser le cœur de mon père. Ça, c'est un père qui fait quoi? Qui écoute, Ouais. Ouais. qui est présent, Un père qui aime qui aussi. aime, Ouais. qui est attentif. Mhm. Ouais. Non. Ça fait toute la différence, c'est vrai. La présence fait toute la différence. Ouais. Exact. Et si, C'est peu, ça paraît pas, mais ça fait une grosse différence. exact. Et si ils peuvent même pas te parler, parce que toi, tu veux parler avec leur enseignant, pour toi, leur enseignant, c'est leur Dieu, Mhm. ils vont comprendre que quoi que ce soit Ouais. que je dis, Ça ne sert à ça rien. sert à rien. Le professeur Mhm. m'écoute pas, elle me voit comme Mhm. ça. Mes parents écoutent le professeur, m'écoutent pas. Ça marche pas. Mhm. Mhm. Puis c'est ça, écouter aussi, ça veut pas dire qu'on va justifier l'action de l'enfant. Un Ouais. enfant qui a tapé un garçon, ça reste quand même que ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas dans le fait de dire, OK, oui, tu avais raison, mais c'est juste de prendre le temps de savoir ce qui l'a motivé. Parce que tant qu'on est en train de réagir par rapport à ce qui s'est passé, on n'est pas en train de travailler ce que vit l'enfant à l'intérieur. Les actions qu'on pose sont le résultat de tout ce qu'on vit à l'intérieur. Donc, l'enfant qui vit beaucoup de frustration aura beaucoup de comportements. Ça fait juste, c'est comme un barème pour permettre de voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est de voir à quel point cet enfant ne va pas bien à l'intérieur. Donc, pas juste de rester dans la chose qui s'est passée, mais d'être capable d'aller en profondeur, d'aller voir ce qui s'est passé. Mais quand cet enfant sent qu'il n'est pas écouté, on fait rien, en fait. On fait juste tourner en rond. Exactement. Ouais, ça aide pas l'enfant, ça nous aide pas, puis on tourne en rond, on travaille en rond, l'enfant finit en centre jeunesse, en tout cas. Ça finit dans le système et quand ça rentre dans le système, oublie ça, c'est mort, voilà. Donc avant que ça rentre dans le système, c'est le temps maintenant de commencer à travailler en prévention, de montrer, comme Zen a dit, aux garçons, c'est quoi être un garçon, de montrer comment tu peux parler de tes émotions, sans nécessairement sentir, OK, là, je ne suis plus un garçon, ce sont juste des choses de filles. Il n'y a pas juste des trucs de filles quand il s'agit d'émotions, parce qu'il y a une étude qui est faite et c'est démontré que les garçons ont aussi une intelligence émotionnelle qui est aussi élevée, mais que tout ce qui est émotion, c'est comme si ça prenait le bord, puis que là, c'était juste le raisonnement qui prenait le devant. Donc, je dois faire ci, je dois faire ça, même si je sens ça, mais je dois passer à travers. Fait que d'être capable de montrer à ses enfants d'être qui ils sont, de montrer qui ils sont. Si c'est un garçon qui pleure souvent, bah, qui pleure souvent. C'est un garçon qui soit vulnérable, en fait, et que ça n'enlève pas la personne qu'il est, ça le diminue pas. Donc là, je pense qu'on a dépassé une heure, hein, donc. No way. Fait que là, si tu as un mot de la fin, ça serait quoi ton mot de fin? Un conseil à donner, quelque chose à dire, un message pour terminer. Um, ton enfant, I mean, j'ai beaucoup de choses, but I would say
ton enfant, c'est pas ton médaille d'or que tu portes sur Mhm. ton cou et que tu vois et que tu veux que cette médaille d'or brille en tout temps. Ton enfant, c'est Mhm. actuellement un individu qui est en train de vivre la vie au fur et à mesure. Mhm. So, ne mets pas trop de pression. Mhm. Sois présent. Like, il y en a tellement de choses que tu vas apprendre. Il y en a tellement de façons qu'un enfant peut te même guérir, toi. Mhm. Mhm. Si tu arrêtes d'être un adulte et sois un enfant, peut-être tu n'as Mhm. jamais eu la chance d'être un enfant. Rentre dans son monde. Il ferme, il rentre Mhm. dans son monde. J'ai hâte de devenir un enfant de 5 ans, de voir comment mon fils va penser, si je veux. You know what Mhm. I mean? De vraiment rentrer dans sa tête. Et quand je parle avec des Mhm. jeunes, 11 ans, 12 ans, quand je leur parle, je rentre dans leur monde. C'était comme ça à l'école. Mhm. Ton professeur est comme ça. Tu penses comme ça. Pourquoi? Et lorsque je vois son monde, je sais comment naviguer Mhm. son monde. Je lui parle. Ouais. Et là, il va Ouais. être comme, OK, je Mhm. comprends qu'est-ce que tu veux dire et je vois des Mhm. changements, you know, Ouais. and yeah, des points Ouais. de référence sont vraiment importants. Et tu vois, Mhm. moi, like, je te donne un exemple. J'ai un enfant que j'aime tellement que je fais un mentorat avec lui. Quand je lui corrige, on rit. On rit. J'ai fait des blagues avec lui pendant que je suis en train de lui corriger parce que je lui donnais un Mhm. devoir, il l'a pas fait, you know. J'en ai même pas besoin de crier. Je lui parle, Mhm. je dis, yo, you know what time it is, right? He's like, yeah, man. I know what time it is, man. I'm like, I don't gotta say nothing. He's like, nah, I don't gotta say nothing. I'm like, let's go. You feel me? On va faire des push-ups. You feel me? Mhm. And Mhm. j'en ai même pas besoin de forcer parce que c'est rendu que la discipline que je fais avec lui, it's enjoyable. Mhm. You get what I mean? It's enjoyable. It's like, yo, ça Ouais. fait mal, mais en même temps, it's funny. I'm having fun Ouais. while I'm educating Mhm. him. I don't get mad. I just chill, I lay back Mhm. and I'm like, OK, so tu veux me tester comme ça. You feel me? On va courir. You Mhm. get what I'm trying to say? Et Mhm. il trouve ça drôle. Ouais. Il trouve ça drôle, mais en Ouais. même temps, il me prend au sérieux. Ouais. Ben, un enfant apprend dans le plaisir. Yeah. Et tu sais, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que je suis son ami. So, si je suis Mhm. en retard de lui voir, il va me dire, yo, Sven, man, push up. Je lui montre que je ne suis pas Ouais. parfait non plus. Ouais. You know, and je peux parler pour des heures et des heures et des heures par là, but je te dis, it's de jouer au basketball. You know, par Mhm. exemple, l'autre là, je peux pas jouer basket, malgré que j'ai la hauteur pour ça. Le gars va me caler. You know, il va parler sale avec moi. You know, like, tu viens des States et tu joues pas au basket, man, t'es whack. You know, like, il va parler Ouais. comme ça, je vais lui parler sale aussi, on va jouer. Et je vais lui Mhm. faire montrer, je ne suis pas là pour l'argent, là. Je suis là pour toi. Mhm. Yeah. Yeah. You know, so Mhm. that's what I would say. Just don't miss the opportunity of being a kid. You know what I mean? Yeah. That's it. Mhm. Yeah. Fait que les parents qui étaient là avec nous, pour vrai, ça a été, en tout cas, moi, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. J'aime tout le temps quand je parle des enfants, donc j'étais sûre que j'allais aimer. Fait que c'était vraiment, pour vrai, Sven, je te remercie vraiment T'as beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Comment? t'as combien d'enfants, toi? J'en ai pas. Ça Ah, paraît pas. pareil. mais, On n'a pas d'enfants, mais on parle comme si on avait des mais enfants. tu travailles avec beaucoup d'enfants, c'est ça? Ouais, je travaille avec beaucoup d'enfants. Ouais, exactement. À l'église, partout. Je travaille juste avec des enfants. J'ai des enfants partout. Ah, Fait que, ouais. merci beaucoup de m'inviter et désolé à tous les francophones pour tous les erreurs. Je m'en fous, Ah, il n'y le a pas de message a problème. passé quand même. Mais juste le fait que tu as parlé français, parce que là, je me dis, oh mon Dieu, faut pas qu'il parle en anglais, oh mon Dieu, mon Dieu. Fait que c'est bon, juste le fait que tu as parlé en français. Je pense qu'on a tous compris. On a tous compris le message. C'est bien passé, c'était clair, on a compris. Je pense que les parents aussi ont eu beaucoup de petites idées, puis de pépites aussi, des choses qui vont mettre dans leur quotidien, donc qui vont aider leurs enfants.
Je te remercie beaucoup d'avoir accepté d'être là avec nous, puis de donner ton temps aussi, juste ta passion aussi, de nous transmettre cette passion que tu as pour les enfants. Fait que j'espère que ce n'est pas la dernière fois, donc on va sûrement faire d'autres choses ensemble. Puis, je remercie tous les parents aussi qui étaient connectés, mais ceux qui étaient là, ceux qui sont arrivés un peu plus tard, est-ce que tu peux juste, avant qu'on termine, nous dire un peu les programmes que tu offres et quels enfants que tu accompagnes? Répète ça encore? Est-ce que tu peux juste dire aux parents ce qu'ils doivent faire s'ils ont besoin d'accompagnement pour leur garçon Ah, avec toi? OK. Si tu veux de l'accompagnement, c'est si Yeah. facile de m'envoyer un message dans mon inbox. Mais si tu regardes dans mon Linktree, tu as mon courriel. Tu peux m'envoyer un courriel, me parler un peu de ton fils, ton disponibilité. Je pas beaucoup de places qui me restent. Donc, laisse-moi savoir, surtout avec les entrées qui s'en viennent. So, Mhm. c'est ça. OK, d'accord. Fait que là, je souhaite une bonne soirée à toi et à tout le monde. Fait qu'on va se revoir aussi pour d'autres choses. Puis, C'est bon. bye Bye. bye.